D'accord. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Loïc Senda. Et sur cette chaîne, nous parlons de développement logiciel, développement web et des défis rencontrés en tant que développeur vivant en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir notre tout premier invité qui se nomme Gédéon et nous allons savoir un peu plus sur lui, sur ce qu'il fait et sur les défis qu'il rencontre chaque jour dans son métier. D'accord. Bonjour Gédéon. Bonjour, monsieur Loïc. Bienvenue sur notre chaîne et vous êtes le premier à nous accepter dans cette série de vidéos et nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur notre chaîne. Monsieur Gédéon, peux-tu te présenter succinctement afin que nos téléspectateurs puissent connaître qui est Gédéon? Merci. Moi, je m'appelle Gédéon, je suis un développeur basé en RDC. Si je peux me présenter en quelques minutes, je dirais que je suis un développeur et un enseignant. D'accord. Mais Gédéon, afin de devenir développeur, comme vous l'êtes, quel est votre parcours académique? Quels sont les cours que vous avez suivis? Qu'est-ce qui vous a permis comme connaissance pour devenir développeur? Moi, je dirais que pour devenir développeur, je n'ai pas eu seulement à suivre des cours à l'université. D'accord, J'ai commencé à apprendre moi-même en autodidacte. d'accord, J'ai commencé à apprendre la programmation depuis l'école secondaire. À l'époque, je n'avais même pas l'ordinateur, vu qu'à l'époque, il y avait des cybercafés. Donc, après l'école, j'ai réservé l'argent qu'on me donnait pour manger, pour partir au cyber, pour seulement chercher à comprendre, à poser des questions sur Google. Parce qu'à l'époque, un jour, on a eu un TP, vous avez demandé d'aller chercher sur Google. Je ne connaissais même pas Google, c'était quoi. J'ai d'accord, demandé à un aîné, Google, c'est quoi? Il m'a écrit sur un papier google.com. Je suis allé au cyber, j'ai montré, c'est là où j'ai commencé. Quand j'ai découvert Google, je ne pouvais plus m'en passer. Je partais d'accord, poser des questions sur Google. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. L'objectif pour moi, quand j'étais à l'école, c'était de savoir comment je pouvais pirater les Wi-Fi de l'école. vraiment. Voilà. Mais je suis allé sur Google, j'ai tapé comment pirater les Wi-Fi. Et puis, j'ai commencé maintenant à m'intéresser au hacking. Je dis, non, pour ça, il faut devenir un hacker, tout ça. Ça a commencé à m'intéresser, à me motiver. De plus en plus, j'ai cherché, j'ai découvert qu'il fallait apprendre la programmation pour devenir un bon hacker. On m'a dit qu'il faut apprendre Python pour devenir un bon hacker. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train d'apprendre la programmation depuis l'école jusqu'à ce que j'ai fini l'école. Je n'avais pas toujours l'ordinateur, mais en sixième, quand j'ai voulu quitter l'école, j'avais proposé de créer un site pour notre école. D'accord, Sinon, je peux créer un site pour vous. L'école n'a pas de site, je peux créer un site pour vous. C'est comme ça que l'école m'a offert ma toute première machine. C'est ce qui m'a donné maintenant l'opportunité de bien apprendre maintenant, installer les outils, installer Python, tout ça. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train d'apprendre la programmation. d'accord. Et à l'université, vous avez fait quel cursus? Oui, à l'université, moi j'ai fait l'ISTA, D'accord, j'ai fait l'informatique à l'ISTA. Il y a des d'accord, cours à l'université d'informatique, mais c'est pas vraiment des cours qui font de quelqu'un un bon développeur. Ce sont d'accord, des cours de base, c'est bien pour la fondation, mais c'est beaucoup plus. J'ai suivi des formations en ligne qui m'ont permis de devenir un développeur. ah, d'accord. Merci. Et après votre parcours académique, pouvons-nous avoir ou connaître votre parcours professionnel? Est-ce que directement vous êtes passé du banc de l'école à votre propre compte ou vous avez travaillé aussi dans des entreprises ou pour des personnes tierces? Exact. J'ai commencé à travailler lorsque j'étais en sixième. Donc, Déjà, dès que j'ai fini la sixième année, j'ai d'accord, commencé par un stage. Donc, il y avait une entreprise qui vendait des produits pharmaceutiques et tout ça. Ils avaient des vendeurs ambulants. J'avais seulement remarqué que sur leurs produits, ils écrivaient leur adresse d'email. Il n'y avait pas de site web. d'accord, Je dis, bon, ça c'est une occasion. Vu que je vais les proposer à notre école comment créer un site web, je vais les proposer aussi à cette entreprise. Je suis allé, j'ai pris mon courage. On pensait que j'étais venu pour devenir un vendeur ambulant. J'ai dit non, non, je suis venu, je vais créer un site pour vous. J'ai vu qu'il n'y avait pas de site. Et vous d'accord, utilisez un Gmail, ce n'est pas professionnel. d'accord, Alors le monsieur là, a été étonné, vu qu'il n'était pas un développeur. Il faisait il créait les produits, les maquettes pour les produits, tout ça. Il m'a dit, ok, va faire quelque chose et puis montre-nous les résultats. Je suis rentré et j'ai rapidement créé un site. J'ai mis les slides, les images qui tournent. Alors quand il avait vu ça, il était vraiment étonné. Il dit, beaucoup de développeurs n'arrivent pas à faire les slides. Comment toi tu as fait ça? C'est comme ça que moi engagé. J'ai commencé par un stage. Je gagnais pas grand-chose,
Mais ça, c'était ma première expérience professionnelle. Ça m'a permis d'apprendre Adobe et d'autres outils. D'accord. Après ça, quand je suis allé à l'université, euh, en préparatoire, j'avais lancé la formation de Python. J'avais commencé à donner des formations à l'université. Déjà, Oui, vu que j'avais déjà commencé à prendre la formation quand j'étais à l'école, donc j'avais un peu d'expérience. Python, on m'avait dit qu'il faut apprendre ça pour devenir un bon hacker. J'avais des notions de base. C'était pas vraiment d'accord. trop avancé, mais j'avais quand même des notions. J'avais lancé la première formation Python, puis à l'école en préparatoire. Les gens ont suivi. J'avais lancé Python et puis hacking D'accord. pour comment savoir, pour pire, des petites choses en fait, hein, des bases. Les gens étaient intéressés, ont suivi la formation. Après préparatoire, et puis je suis allé en L1 directement, j'ai fait le CNLMD. L1, c'est en L1 que j'ai commencé à travailler, que j'ai eu, parce qu'un ami avec qui on étudie a commencé à travailler quelque part. Alors on l'avait demandé s'il connaissait un développeur. D'accord. C'est comme ça qu'il avait fait appel à moi et j'ai commencé à travailler avec lui. C'est là vraiment mon premier contrat de travail, j'étais en L1, la première année à l'université. Je fais la deuxième année après préparatoire. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'était bien. C'est là où que j'ai appris comment on peut faire pour héberger une application avec Python et Django, tout ça. Après L1, j'avais démissionné là-bas, vu que ça me prenait beaucoup de temps, les cours et tout ça. J'avais voulu me concentrer sur moi-même. Et puis j'ai eu à faire encore deux ou trois, quatre autres travails jusqu'à ce que j'ai fini l'université. J'ai travaillé dans d'autres entreprises de la place comme Huawei. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et maintenant là, Oui. je me concentre maintenant sur les cours en ligne pour former les autres. Ah, d'accord. Merci. Et l'autre question était de savoir, tu es pour le CDI ou pour le freelancer? Je vais dire que ça dépend. Ça dépend. Hmm. Explique-nous alors. Les CDI, c'est bien, ça va te garantir que tu as un travail, tu touches autant, Oui. tu es garanti que chaque fin du mois, je vais toucher mon argent. Donc, ça peut te permettre de devenir stable. Oui. Et l'inconvénient est que, je ne dis pas que c'est mauvais Oui. par rapport au freelance, c'est que tu dois consacrer ton temps. Et c'est ton boss qui décide quelle heure le travail commence, quelle heure le travail finit. Même si tu n'as pas envie, tu dois aller au travail. Qu'il plaît ou qu'il neige, tu dois aller. Si les boss disent tu dois être au bureau. J'ai des amis qui travaillent en CDI, ils ont même les jours des nouvelles, des fêtes de fin d'année, on les a appelés pour aller travailler. Parce qu'il y Vraiment. avait une urgence au travail. Donc, l'avantage est que tu es bien payé, tu es stable, tu peux devenir stable si tu es bien payé. Je connais des D'accord. amis qui touchent bien leur salaire. De l'autre côté, le freelance, c'est bien, ça te laisse le temps, mais ce temps-là peut devenir aussi un piège. Ah, Tu penses que tu as tout ton temps. Un client peut venir les mois, il te donne autant. Tu penses que ça va continuer comme ça. Les mois prochains, tu trouves que tu n'as aucun client. Tu manques l'argent en fait. oui. Et là aussi, la plupart des gens qui sont freelancers, remarquez qu'ils vont prendre beaucoup de projets de clients qui ne vont pas finir en temps. Ouais, vu que non, tu veux avoir l'argent vite fait. Tu peux avoir deux ou trois clients. Tu dis non, je vais finir le projet dans un mois. Si tu ouvres 5 mois, tu n'as pas fini le projet. Alors, quand tu dis ça dépend, ça veut dire ça dépend de toi. Si tu penses D'accord. que tu es quelqu'un qui peut être bien organisé, va respecter les délais des projets des clients, tu peux travailler en freelance. Mais si tu trouves que non, tu as besoin de stabilité, tu n'as pas besoin de stress, savoir ces mois si tu vas voir les clients ou pas, autant mieux avoir ton travail. De toute façon, ça ne va pas t'empêcher. Moi, quand j'ai travaillé, Oui. encore en CDI, j'ai développé une application que j'ai mise sur Play Store et qui génère de l'argent. D'accord. Mais j'étais encore en train de travailler dans l'entreprise. D'accord. Quand je travaille en entreprise les soirs, j'avais quand même des temps pour travailler sur mon. Ça ne t'empêche pas. Ça dépend de ton organisation, de tes préférences. Si tu aimes le stress, tu vas en freelance. Si tu aimes la stabilité, tu vas en CDI. D'accord. Merci. Et la prochaine question consistait à savoir, en tant que développeur basé en RDC, en Afrique en général et en RDC en particulier, Mhm. quels sont les défis que vous rencontrez dans le quotidien? Oui, ici déjà nous avons il y a beaucoup de défis. D'accord. Mais le tout premier, ça doit être l'énergie d'abord, parce que nous utilisons des équipements informatiques qui ont besoin d'énergie pour fonctionner, votre Mm. ordinateur, téléphone. Et souvent en RDC, il y a un problème d'énergie. Les courants de la SNEL, c'est pas un courant où on peut faire confiance. Ça peut venir, ça peut pas venir, donc on ne sait pas. Donc ça, D'accord. c'est un premier, le plus grand défi, c'est d'abord l'énergie. Parce que sans énergie, on ne peut pas travailler.
c'est ça. Mm. Donc, notre job est basé sur l'énergie. Sans Exactement. énergie, on ne peut pas travailler. Exactement. Ça, c'est le... Ça, c'est un défi aussi. Mais l'autre défi, parce que je pense que la connexion Internet, ce n'est plus un défi aujourd'hui, vu que aujourd'hui, tu peux acheter même un forfait Internet, tu peux travailler tranquillement. C'est beaucoup plus l'énergie. Le deuxième défi, c'est les services. La plupart des services ne sont pas disponibles en RDC ou en Afrique. D'accord. Par exemple, un service comme PayPal, déjà, ce n'est pas disponible en RDC. Déjà, pour accéder au site, il faut utiliser un VPN. Même si tu utilisais un VPN, tu ne peux pas recevoir l'argent avec ton compte PayPal si tu es en RDC. Tu D'accord. peux acheter des choses avec ton compte PayPal, mais tu ne peux pas recevoir de l'argent. Mais si tu as des clients, par exemple, disons, comme tu avais donné l'exemple des freelances, Oui, que tu trouves un client qui est en Europe, il ne va pas t'envoyer l'argent par M-Pesa. c'est Ce n'est ça. pas tout le monde qui utilise ces moyens. Et en Europe, ce sont des cartes, c'est PayPal. Il faudra peut-être t'envoyer l'argent, mais toi, tu ne peux pas recevoir l'argent pour le travail que tu as fait. Tu vois que c'est un grand problème déjà. Et si tu veux, par exemple, créer un site où tu vends les cours en ligne, Oui. il faudrait utiliser des cartes bancaires parce que les gens qui sont en Europe utilisent des cartes. Il faut Bon. utiliser un service comme Stripe. Oui. Tu ne peux pas créer un compte Stripe si tu es en RDC parce que Stripe exige que tu sois une entreprise. Et ils D'accord. n'acceptent pas la RDC. Ce n'est pas sur la liste des entreprises éligibles. Donc, tout ça, ça crée des problèmes où tu veux te développer, mais tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui t'empêchent. Vraiment, les lois, mais on se bat au-delà de tout ça. On essaie un peu de trouver d'autres moyens pour surmonter tout ça. D'accord. Mhm. Et est-ce que tu penses que l'Afrique ou les développeurs africains peuvent devenir ou être compétitifs vis-à-vis des développeurs des autres nations, d'autres continents? Tout à fait. Tout à fait. La compétence, l'avantage que nous avons en informatique par rapport aux gens qui sont dans les domaines comme la médecine et d'autres domaines, c'est que l'informatique est, je peux dire, est standard. D'accord. Quelqu'un qui fait la médecine ici, s'il va en Europe, on ne va pas directement l'accepter comme médecin. Il faut peut-être encore qu'il fasse 2 ou 3 ans pour, vous voyez. Mais un développeur qui a appris Python, Java, HTML, c'est la même chose partout. Aux États-Unis, les HTML, c'est la même chose. Les JavaScript, c'est la même chose. Donc, si tu maîtrises ton outil, tu peux être compétitif sur les marchés internationaux. D'accord. Donc, ça dépend maintenant. Il faut essayer de devenir excellent. La plupart, les problèmes avec nous, les Africains, c'est que souvent, quand on a appris quelque chose, on se limite. Là, donc, moi, je sais faire ça, je sais comment créer euh, mon site full stack avec Next. Donc, je ne vais pas attendre d'autres choses. Je suis là, je deviens fervent, je vais défendre cette technologie. Ce qu'on D'accord. doit faire, c'est on doit se dépasser, devenir excellent. Parce que les gens qui sont là à l'extérieur du pays, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui se forment, qui sont excellents. Parce que si nous, on se limite sur des choses basiques, on ne va pas être compétitif. Bien sûr, il y a des développeurs compétitifs ici. Oui. Mais on doit fournir beaucoup plus d'efforts, vu les défis que nous avons dit. Ça demande encore beaucoup plus d'efforts pour être à la hauteur. Mais D'accord. c'est possible d'être très compétitif. Je connais beaucoup de gens, même c'est Loïc qui est là, qui sont très compétents, oui, hein, mais on doit devenir nombreux en fait. On doit D'accord. devenir nombreux. D'accord. Euh, bon, il y a aussi un autre souci, c'est que bon, l'autre question qu'on avait, c'était de pouvoir savoir quelles sont vos réalisations. Hmm. Pourquoi? Parce que la plupart des développeurs congolais se consolent de savoir juste faire un load dans Python, un load dans Java et se dit développeur Java. Donc, nous tenions à savoir quelles sont les réalisations que Gédéon a pu faire et ça sert à quoi en fait ces réalisations, ces logiciels en fait. Ok, voilà. Merci. J'ai eu à réaliser quelques projets. L'exemple récent que je peux prendre, c'est lorsque j'ai voulu apprendre Python, D'accord? pardon, lorsque j'ai voulu apprendre Flutter, j'ai essayé de créer une application. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de créer une application. D'accord. Si tu peux suivre des cours de 1000 heures, ça ne va pas te rendre ça va pas te permettre de maîtriser une technologie. Il faut toujours se mettre à créer quelque chose. Alors, lorsque j'ai appris Flutter, j'ai commencé directement à créer une application pour une grande église ici. D'accord.
L'application s'appelle La Compassion. C'est sur D'accord. Play Store, vous pouvez chercher ça. C'est l'application qui a aujourd'hui plus de 25 000 téléchargements. D'accord. J'ai corrigé d'autres applications, par exemple pour Moïse Billet, c'est sur Play Store, qui a au-delà de 40 000 téléchargements. D'accord. Ce sont des applications mobiles. À part ces applications-là pour l'église, j'ai créé une application qui est utilisée aux États-Unis. D'accord. L'application, c'est CampTIA. C'est une application qui permet aux gens qui suivent des formations, des certifications en réseau informatique, cybersécurité, de pouvoir mémoriser les acronymes, les abréviations. D'accord. Comme PC, c'est quoi, RAM, c'est quoi. J'avais eu ces problèmes lorsque j'apprenais, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas un outil qui pouvait me permettre de maîtriser les acronymes. Donc, j'avais créé cette application. J'ai mis ça en ligne. C'est CampTIA Acronyms. C'est sur Play Store et App Store. D'accord. Et à ma grande surprise, cette application a été téléchargée aux États-Unis. Oh, Non seulement téléchargée, mais les gens achètent cette application. d'accord. Et ça génère des revenus. Ça, c'est juste quelques réalisations côté application mobile. Il y a D'accord. aussi d'autres réalisations, des applications des clients, d'autres beaucoup plus de réalisations qu'on pourra en parler prochainement. D'accord. Et que penses-tu? Parce que là, vous venez de parler d'une application que les gens payent. Il y a certaines personnes qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment monétiser ou rendre rentable ces idées-là. Hmm, Et quels sont les moyens par lesquels on rend rentable ou on monétise une application? ok. Oui, vous avez plusieurs possibilités. Si on se concentre sur les applications mobiles, D'accord. hmm, vous pouvez monétiser votre application en trois manières. D'accord. Vous pouvez afficher les publicités dans votre application. Ok. Vous pouvez vendre votre application, ça veut dire avant que la personne télécharge, il doit payer. C'est un moyen que je ne conseille pas souvent, à moins que votre application soit excellente. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'applications gratuites. Quelqu'un va se demander pourquoi je devrais payer Pour cette pour cette application. application, alors qu'il y a d'autres applications que je peux télécharger gratuitement. L'autre moyen, ce qu'on appelle les achats intégrés, les in-app purchase. Ça veut dire, une personne télécharge l'application gratuitement, il installe l'application dans son téléphone, commence à utiliser. Mais pour accéder à d'autres fonctionnalités, il doit payer. D'accord. Oui. C'est par exemple comme l'exemple de l'application Spotify. D'accord. Vous téléchargez gratuitement, vous installez sur votre téléphone, vous commencez à écouter la musique. Mais chaque fois, il y a une voix qui vous rappelle Il que faut vous pouvez, passer oui, à l'option premium. exactement. Cela va pouvoir supprimer les publicités, cela va vous mettre des jouets de playlist, des jouets uniques, tu vois. Il y a d'autres fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez maintenant payer pour avoir accès à cette fonctionnalité. C'est ce qu'on appelle les achats dans l'application, D'accord. les achats intégrés. D'accord. Et dans les achats intégrés, vous pouvez choisir les types d'achats intégrés. Vous pouvez mettre l'abonnement, Ok. comme Spotify, Netflix. Donc, ça veut dire que chaque mois, quelqu'un paye. Et vous pouvez mettre les produits consommables ou non consommables. D'accord. Ça veut dire, par exemple, dans des jeux vidéo, Mhm. vous pouvez acheter des vies supplémentaires. Vous pouvez acheter la monnaie dans les jeux. D'accord. Vous voyez, ou des vies pour que votre caractère continue à jouer. Donc des gems, comme on Des dit. gems, par exemple. Donc, en trois catégories, il y a les publicités, les applications payantes D'accord. et puis les achats dans l'application. Ce sont des D'accord. moyens qui peuvent vous permettre de générer des revenus passifs sur votre application. Moi, j'ai une application, mon application là, Camptiala, D'accord. j'utilise des achats intégrés. Il y a beaucoup de gens qui achètent les États-Unis, Allemands, n'importe quel pays du monde et l'argent entre dans Ben, l'application. une question aussi. Est-ce que, étant que développeur vivant en Afrique, avec toutes les contraintes que vous venez d'évoquer, entre autres, que nous ne Hmm. pouvons pas utiliser PayPal, nous ne pouvons pas, par exemple, utiliser Stripe, mais comment parviens-tu à percevoir, en fait, tes rémunérations sur ces plateformes? Exact, ça c'est une bonne question. Par exemple, avec mon application, je l'ai uploadée sur App Store. Donc, quand D'accord. les gens payent, l'argent est envoyé dans les comptes de Apple et Apple doit m'envoyer cet argent par un compte bancaire. D'accord. Quand mon application a commencé à générer l'argent, j'ai voulu retirer l'argent. Je n'arrivais pas toujours à retirer parce que quand j'ai envoyé les coordonnées de ma banque, Apple a refusé. J'ai essayé toutes les banques de la RDC. Apple a dit, Niet. niet, ça passe pas.
J'ai commencé à me dire, mais ces pays, pourquoi je suis né dans ce pays? Mais c'est pas un problème parce qu'il y a toujours une solution. D'accord. Quand il y a des problèmes, c'est bien parce que ça veut dire que ça va empêcher beaucoup de gens à atteindre un certain résultat. Si vous pouvez dépasser tous ces problèmes, vous allez être unique. D'accord. C'est aussi C'est une forme de barrière d'entrée, c'est ça. exactement. Et si c'était facile, il y aura tout le monde et puis ce ne sera pas intéressant. Ok. Donc, voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai cherché, j'ai commencé, j'ai dit non, non, quel pays ou dans quel pays je peux utiliser une banque et Apple ne va jamais refuser. D'accord. Et l'idée est venue des États-Unis. Alors, je me suis posé la question, est-ce que j'ai un ami ou j'ai une connaissance aux États-Unis? Je me suis rendu compte qu'il y avait un ami qu'on avait étudié avec lui à l'école, qui est maintenant aux États-Unis. Ok, je vais demander à mon ami de créer un compte bancaire. Et là-bas aux États-Unis, pour créer un compte bancaire, c'est très facile. Ils peuvent même créer un compte en ligne. Et dans quelques minutes, quelques jours, c'est bon. Il a créé un compte et puis l'argent part dans son compte et puis il le manque. Et mon ami aussi m'a aidé à créer un compte PayPal qui est aux États-Unis. Donc, ce sont des moyens qu'on peut utiliser pour, malgré les problèmes que nous avons, pour quand même essayer de ne pas s'arrêter, de ne pas rien faire. De dire non, non, ça ne marche pas au Congo ou en Afrique, alors on fait rien. Non, non. Ce sont des moyens qu'on utilise comme ça pour se dépasser. D'accord. Une autre question. Nous avons vu dernièrement sur vos pages, sur vos plateformes, sur vos sites, sur votre chaîne, qu'il y a une formation qui se prépare. Peux-tu nous parler un tout petit peu de cette formation? Oui, oui. Bientôt, là, on va lancer une formation en Python. Nous avons remarqué que la plupart des entreprises maintenant mettent la pression sur leurs employés d'apprendre l'intelligence artificielle. D'accord. Et puis, maintenant, beaucoup de gens cherchent à apprendre l'intelligence artificielle et se bousculent déjà. D'accord. D'autres personnes ne savent pas par où commencer. Ils vont aller suivre des formations en ligne qui ne vont pas leur donner vraiment ce qu'ils cherchent. Là, on s'est dit, on doit commencer par la fondation. D'accord. Il y a les langages qui est utilisé en intelligence artificielle. Les langages de référence, c'est Python. D'accord. Il y a beaucoup déjà d'outils Python utilisés dans la liste des données, lors des traitements des données, lors de l'entraînement des modèles. Beaucoup d'outils Python sont utilisés. Ce sera avantageux maintenant de commencer par Python pour que les gens aient une fondation Python et commencer maintenant à partir de cette formation, construire d'autres compétences comme les web avec Python, comme apprendre l'intelligence avec Python en utilisant les outils comme TensorFlow, Okay. PyTorch. Vous voyez, c'est pourquoi on a cette formation pour aider les gens à se préparer à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est une révolution technologique. Bien sûr que l'intelligence artificielle existe depuis longtemps, depuis les années 960, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. Tout le monde s'intéresse maintenant. Les entreprises s'intéressent maintenant. Il est temps que les gens, maintenant, c'est pas aussi difficile que ça, comme on le pense. Mais il faut seulement avoir une fondation. C'est pourquoi on lance cette formation de Python pour mettre la fondation de l'intelligence artificielle. Et si je vais en fait participer à cette formation, où je peux aller, comment je peux m'inscrire, Voilà. combien ça va me coûter, parce que c'est aussi ça en fait ce qui empêche beaucoup de gens de pouvoir adhérer à une formation. Voilà. Nous avons réfléchi pour cette formation parce que déjà nous avons une chaîne YouTube où nous publions des vidéos de formation. Nous avons remarqué que des vidéos c'est bien, mais il faudrait aussi d'autres contenus, comme des contenus en format textuel ou bien des quiz pour permettre aux gens de s'entraîner. Parce que suivre une formation, c'est pas comme regarder une série Netflix. Il faut vraiment mettre à la main et puis essayer de pratiquer. Pour nous avons créé une plateforme qui sera bientôt publique. Cette plateforme va permettre aux gens d'apprendre facilement la programmation et puis de s'accompagner par un mentor. Si vous suivez des formations sur d'autres plateformes qui existent, vous achetez un cours en ligne, lorsque vous êtes bloqué, il n'y a personne qui va venir vous aider. Vous avez acheté un cours, vous êtes bloqué et vous restez là. L'idée avec la plateforme que nous mettons en ligne, c'est pour permettre aux gens de suivre un cours et lorsqu'ils sont bloqués, de faire appel à un mentor que nous vient m'aider pour qu'ils puissent dépasser cette étape. Et c'est sur cette plateforme que nous allons publier la formation Python. Et lorsque la formation sera publiée avant le 7 février 2025, nous allons envoyer des liens. Comme ça, vous allez peut-être mettre les liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, les gens vont suivre. Concernant les cours, nous voulons que ce soit accessiblement possible. Nous voulons que ce soit accessible
Donc, nous allons penser aux gens qui sont en Afrique, qui n'ont pas D'accord. des moyens, ou qui ne trouvent pas une raison pour dire non, la formation est chère. Cher. Non. Ah, d'accord. Donc, on vous réserve des circuits qu'on ne peut pas parler maintenant, mais ça sera accessible en fait. D'accord. Merci. Pour clôturer, notre dernière question ou notre demande est, peux-tu parler à quelqu'un, à un développeur ou à une personne qui veut se lancer dans le développement, qui est basé en Afrique, qui rencontre les mêmes défis que tu as rencontrés, Mhm. qui est dans les mêmes contraintes dans lesquelles tu t'es trouvé et qui veut se lancer dans le développement logiciel, qu'est-ce que tu peux lui dire pour pouvoir l'inspirer et le motiver à commencer son idée ou à se lancer dans le développement? Merci beaucoup. Je vais demander qu'on me donne un petit téléphone là. Je vais commencer par ça. D'accord. Alors, moi, ce que je dirais à une personne qui veut apprendre la programmation, malgré les défis que nous avons se développer ici en Afrique, de ne pas abandonner. D'accord. J'ai commencé à apprendre la programmation avec un téléphone comme ça. Bon, la programmation, lire en ligne. J'ai Lire. vu que j'avais pas d'ordinateur quand j'étais à l'école. D'accord. Il y avait un petit téléphone chinois comme ça qui me permettait d'accéder à Internet. D'accord. J'avais un cahier. Quand je ne partais pas au cyber, j'ai le temps de mon téléphone, j'activais les mégas, 30 mégas pour accéder à Internet. D'accord. Je pose la question sur Google et puis j'écris sur mon cahier. C'est-à-dire que je n'avais pas tous les moyens. Si j'avais dit que non, je vais attendre à avoir un ordinateur, j'aurais jamais appris la programmation. Avec tous les moyens que j'avais à ma disposition, j'ai cherché à apprendre. Je D'accord. cherchais d'abord à apprendre malgré tout. Aujourd'hui, il y a l'avantage. Par exemple, les étudiants qui sont à l'université aujourd'hui, par exemple au Congo, ils ont maintenant le Wi-Fi. Oui, oui. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. On n'avait pas RAM. Mais D'accord. tu vas voir que ces gens-là avec RAM, ils accèdent à TikTok, Facebook, ils passent leur temps inutilement. Même si on dit qu'il y a des problèmes au Congo, on a quand même la connexion sur nos téléphones. Oui, oui. Avec les téléphones, tu peux déjà apprendre. D'accord. Je dirais déjà de ne pas abandonner, utiliser tous les moyens qui est à votre disposition pour d'abord apprendre. D'accord. Une fois que vous aurez appris, c'est un avantage. Cherchez maintenant à rendre service à quelqu'un, même gratuitement. Les stages là que j'ai pu appeler la on va payer beaucoup d'argent. Mais ça m'a permis d'apprendre Photoshop, Illustrator, d'autres outils que j'ai utilisés plus tard. D'accord. Cherchez à rendre maintenant service à quelqu'un, même gratuitement. Parce que si aussi le problème, c'est que tu viens d'apprendre quelque chose, tu commences, on te demande les projets, si tu vas faire comment 1000 $. Commencez à rendre service à une personne, D'accord. vous voyez, et cela va vous permettre d'avoir des contacts. Et malgré les défis que nous avons ici au Congo, il y a toujours un moyen de relever ces défis. Par exemple, pour moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas les courants et tout ça, tout ça. J'attendais quand les courants venaient la nuit pour filmer. Je n'avais pas de caméra, je n'ai rien quand j'ai fait la chaîne YouTube. J'ai commencé seulement à parler, à faire la vidéo, j'ai mis en ligne. Je ne m'attendais même pas à grand chose. Mais je vais partager avec. Je ne m'attendais pas à avoir l'argent. Non, non, non. J'ai mis en ligne. C'est comme ça que les gens ont trouvé ça intéressant, commencé à suivre des cours. Utilisez les moyens que vous avez à votre disposition pour apprendre. Et une fois que vous avez appris, cherchez à rendre un service à quelqu'un, même gratuitement. Ouais. Maintenant, une fois que vous avez un peu des moyens, essayez maintenant de relever le défi. Si vous avez un problème d'énergie, essayez d'installer des panneaux. D'accord. Économisez, économisez, économisez. Achetez les panneaux, les batteries. Ça va résoudre 90% de votre problème d'énergie. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous sommes heureux de pouvoir ou d'avoir partagé avec M. Gédéon. Nous vous prions de pouvoir le suivre sur sa chaîne YouTube et de pouvoir aussi adhérer à sa formation qui sort bientôt d'ici le mois de février. Je crois, c'est le 7 février. Hein? Exact. C'est le 7 février et nous invitons, vous qui voulez apprendre à développer, vous voulez apprendre l'intelligence artificielle, les bases de développement, parce que l'avenir sera numérique. Les États-Unis viennent de lancer un grand projet de 500 milliards de dollars juste pour investir dans l'IA. Juste pour investir dans l'IA. Donc, là, nous vous conseillons déjà de vous lancer, en fait, de ne pas rater les bateaux. Tout ce qui veulent se former en informatique, tout ce qui veulent apprendre l'intelligence artificielle, cette formation vous est taillée sur mesure. C'était Loïc Senda et nous étions avec le code Gédéon et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous prions de vous abonner
de pouvoir aussi liker, commenter, partager. Nous attendons vos commentaires, vos avis dans les commentaires et nous nous verrons la prochaine fois avec une nouvelle émission. Ciao.